Bonjour et bienvenue à Échangeurs de Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine, aujourd'hui, on va toucher à un enjeu sensible, difficile, mais essentiel. On va parler du suicide. On va parler de la semaine de prévention du suicide. On va explorer tout ça. Je pense que c'est important. Avec moi, j'ai Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services collectifs pour le Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Et Eva Stradi, qui est intervenante psychosociale pour le service collectif pour le Centre de la prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est bien ça? Oui. Bienvenue, mesdames. Merci beaucoup. Ça va bien? Ben oui. Oui. Bon, là, on se lance dans un sujet qui n'est pas facile. On va essayer d'en parler de manière intelligente et puis donner pas des trucs, mais une compréhension, en fait, de ça. Mais avant de commencer, j'aimerais ça apprendre un peu à vous connaître. Hein? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous amène à travailler pour le Centre de prévention du suicide? C'est quoi le chemin qui t'a amené là, toi, Mélanie? Moi, le chemin qui m'a amené là, en fait, c'est lié à mes études, premièrement. Évidemment, j'ai été touchée un peu comme tout le monde, hein, de près ou de loin par la problématique, étant plus jeune, par des amis qui avaient vécu de la détresse, puis ça m'a donné envie d'aider les gens. Puis finalement, mon stage au niveau collégial m'a amené au Centre de prévention du suicide en 2011, et j'y suis depuis. Donc, j'ai pu toucher un petit peu à tous les services du Centre de prévention du suicide, l'intervention, la formation, et maintenant plus au niveau de l'intervention collective là, en gestion maintenant. OK, parfait. Et toi, Eva? Bien, pour ma part, c'est du bouche à oreille. Donc, j'avais quelqu'un que je connaissais qui travaillait là. Puis, quand elle m'a parlé de comment ça fonctionnait, j'ai tout de suite adhéré. Donc, moi aussi, j'ai pu être touchée là, de près ou de loin par la problématique. Mais j'ai tout de suite là, trouvé que l'ambiance, après avoir passé quelques mois là, ça fit dans mes valeurs. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis, je le disais quand vous êtes arrivé tantôt hors d'onde, mais vous êtes un des rares organismes que je tiens à recevoir à chaque année. Je trouve ça absolument important. J'ai, moi, personnellement, vécu pas moi personnellement, mais des amis proches. Bref, n'entrez pas dans ma vie. Je trouve ça important parce que ça reste encore une problématique qui est toujours là. Ouais. On parlait là, mes statistiques sont bonnes, on parlait de 3 suicides par jour. C'est encore le cas, ça, au Québec? C'est encore le cas, oui. 3 suicides par jour au Québec. Puis pour notre région, plus principalement, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une quarantaine de suicides par année. On est un peu sur un plateau, là, autant au niveau régional que provincial, depuis environ une dizaine d'années, qu'on veut casser, évidemment. On veut continuer de diminuer ce taux-là, mais c'est malheureusement une problématique qui est encore très présente là, au Québec. Oui. En tout cas, il reviendra, mais est-ce que c'est réaliste de penser d'arriver à 0? C'est notre rêve. Oui, non, mais je dis, moi, c'est notre rêve, c'est certain. Oui. Mais oui. On veut, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ce qu'on veut. On a du travail à faire, du travail collectif à faire, tout le monde ensemble. Puis chaque membre de la population, finalement, a un rôle à jouer. Là, puis peut être un maillon de la chaîne, comme on dit, mais oui, ça pourrait être réaliste, c'est notre rêve, c'est clair. Quand on parle de services collectifs, c'est quoi j'imagine que vous avez différents types de services. Est-ce que vous pouvez me les expliquer juste pour bien comprendre comment ça se passe? Quand on parle de services collectifs, on parle que nous, dans notre secteur, ce qu'on va faire, ça va être prévention, information et formation aussi. Donc, on va, au niveau de la prévention, on va autant aller dans les écoles, aller dans les entreprises, faire des ateliers de sensibilisation. On va faire des kiosques aussi pour informer de tous les services qu'on offre. Puis on va aussi offrir là, des formations. Donc, il y a les formations sentinelles qu'on offre, qui sont ouvertes à toute personne là, qui pourrait être amenée à avoir vers elle des gens qui se confient pour le fait d'avoir des idées suicidaires. On a aussi des formations intervenir qu'on donne là, aussi pour former des gens à être capables de faire une évaluation du risque suicidaire. On est aussi beaucoup là, dans des événements pendant la semaine de prévention du suicide, autant qu'à la Journée mondiale de prévention du suicide. On fait des activités bénéfices pour faire connaître l'organisme aussi. Ouais. Donc, on est vraiment dans la communauté, vraiment sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, puis on axe beaucoup aussi à créer des événements, des activités en partenariat avec les gens de la population. T'sais, on a des organisations ou des personnes qui nous disent tu sais, moi, c'est une cause qui me touche. J'aimerais ça faire quelque chose, une activité. Dernièrement, on a eu RPM, Harley-Davidson, qui nous ont contactés. Ils ont fait un événement pour l'entreprise, puis ils ont souhaité avoir
un petit kiosque du Centre de prévention du suicide pour faire parler des services puis amasser des dons. On fait aussi des distributions de verrous de Pontet de façon annuelle pour sécuriser les armes à feu. De verre, OK. Oui, c'est pour sécuriser les armes à feu. Ouais, on met ça sur la gâchette pour sécuriser une arme à feu. Pour nous, c'est une façon de diminuer l'accès aux moyens. On travaille en collaboration avec les différents corps policiers de la région. On a une campagne aussi au niveau de le rangement sécuritaire des médicaments, parce que ça aussi, ça peut être un moyen qui est utilisé. Fait que l'aspect vraiment service collectif du Centre de prévention du suicide, c'est toute idée provenant soit de l'équipe ou de la population, tout besoin aussi qui peut être répondu par le Centre de prévention du suicide, puis qu'on peut créer quelque chose pour répondre à ce besoin-là, bien, on est très imaginatif. On a fait une journée tatouage aussi cette année pour le point-virgule, là, qui est un symbole au niveau de la santé mentale et de la prévention du suicide, pour aller rejoindre encore là des gens qui peut-être ne viendraient pas directement vers nos services, mais l'aspect tatouage lié à notre cause et tout ça, bien là, va venir faire connaître le service aussi. Eva parlait de la Journée mondiale de prévention du suicide. On organise des spectacles. C'est le 10 septembre. 10 septembre, OK. Fait que là, c'est peut-être un peu tôt pour vous demander ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, mettons? On a eu Émile Bilodeau qui est venu faire un spectacle le 10 septembre à la baie au Vieux-Théâtre. C'était un super spectacle. On a eu beaucoup de plaisir, là, autant avec les gens qui sont venus qu'avec l'équipe d'Émile. Oui, fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de renouveler là, à chaque année. Là, c'est la 4e édition. Là, on avait déjà eu Marjo qui avait fait pour la Journée mondiale aussi. On a eu Breen Leboeuf qui était un membre de Offenbach. On a eu Clément Jacques aussi en 2022. Puis là, la dernière édition, Émile Bilodeau. Puis là, on commence là, à bouillonner sur qui on pourra inviter pour l'édition 2024. Mais c'est ça. L'aspect collectif, là, on veut vraiment... Le terme le dit, là, c'est au niveau de la collectivité. Fait que on va vraiment... on a un grand terrain de jeu aussi parce qu'on couvre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais. Fait qu'on peut vraiment créer des belles choses en partenariat avec les professionnels, mais avec n'importe qui dans la population aussi. Fait que ça, c'est un secteur du Centre de prévention du suicide. Il y a aussi le secteur clinique. Mais le secteur collectif nous permet vraiment d'être un peu partout sur le terrain. Puis également de venir... comme des activités, comme ici, faire de la sensibilisation, de l'information dans les différents médias aussi. Puis le secteur clinique, c'est plus de l'aide directe à des gens qui ont des problématiques, si je comprends bien? Oui. En fait, les services cliniques, on a évidemment la ligne d'intervention téléphonique là, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 1866 appel. C'est ça qu'on veut, le numéro 1866 on veut appel. Le numéro. Puis on suggère aussi des fois aux gens de l'ajouter comme contact téléphonique. Ben oui. Parce que de l'avoir sous la main, c'est quand même un numéro qui tend à être de plus en plus connu puis qui est facile à retenir, le 1866 appel, mais au moins de l'avoir dans son téléphone, par exemple. Au moment où tu as beau t'en souvenir, au moment où tu en as besoin, peut-être que... Qu'est-ce que c'est le numéro, finalement? Cette ligne-là, elle est autant pour les personnes qui ont des idées suicidaires, que ce soit la première fois qu'il y a des idées suicidaires, que ce soit un petit flash, autant que si j'ai une planification complète puis je pense passer à l'acte dans les prochaines minutes, cette ligne-là est là pour eux. Également pour les proches, donc toute personne autour d'une personne en détresse qui pourrait s'inquiéter. Puis quand on dit proche, c'est assez large aussi. Ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un pharmacien, ça peut être un collègue, un ami, un conjoint, une conjointe, un ex-conjoint, une ex-conjointe. C'est vraiment large. Donc vraiment, toute tierce personne qui s'inquiète pour quelqu'un peut nous contacter pour savoir un peu est-ce que la situation est vraiment inquiétante, est-ce qu'il y a un danger. Nous, on va faire une estimation du danger en lien avec ça. Puis c'est aussi pour toutes les personnes qui sont en deuil à la suite d'un suicide. Puis pour nous, ça aussi, c'est quand même assez large, au sens où à partir du moment où la personne est décédée à la suite d'un suicide, que ça fasse 2 semaines ou que ça fasse 20 ans, si ça nous touche encore, c'est des services qui sont accessibles. Donc la ligne 1866 appel, c'est vraiment le service le plus connu, service direct, mais au niveau clinique, on a aussi des suivis pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide, des services de post-vention quand il arrive malheureusement un décès. Puis que la famille ou les collègues ont besoin de se rassembler en groupe avec un intervenant. C'est un service qu'on offre aussi au niveau clinique. Les séances de ventilation, on a des groupes aussi pour ces personnes-là. C'est assez large aussi au niveau des services cliniques. Oui, absolument. Puis là, tu viens de faire un peu le tour de toute l'entrevue qu'on va faire. Je veux qu'on parle de tout ça. Moi, c'est important de... Oui, on va le nommer, là, mais on va se plonger dans chacun de ces sujets-là. Là. Je trouve ça important. Mais avant, je veux parler de la semaine de prévention du suicide. Ça c'est ce printemps. C'est cet hiver. C'est cet hiver. Oui, du 4 au 10 février prochain. Ouais, on a cette semaine-là qui revient à chaque année. Oui, c'est ça.
est-ce que vous avez fait des choses spéciales? Parlons de cette semaine-là, cette année. Là. Vous voulez sûrement savoir ce qui va se passer. Là. Ça s'en vient. Tu veux y aller ou tu vas? Je te laisse y aller, laisse-moi un peu. En fait, la semaine de prévention du suicide cette année, évidemment, nous, on a toujours un peu nos incontournables. Donc, les populations, les gens qu'on veut vraiment rejoindre là, à travers cette semaine-là, qui touche monsieur, madame, tout le monde quand même, parce que c'est de la prévention. Oui. On commence toujours notre semaine de prévention du suicide le dimanche, donc cette année, le 4 février, avec un brunch à l'attention des personnes en deuil à la suite d'un suicide. Okay. Cette année, comme à chaque année depuis plusieurs années, ce brunch-là aura lieu au Delta à Jonquière. Puis c'est pour toute personne qui a perdu un proche à la suite d'un suicide. Encore une fois, que ça fasse 2 semaines ou que ça fasse 20 ans, on peut être touché par ça puis avoir besoin de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même chose. C'est pour ça qu'on a une attention particulière pour eux. En plus, durant cette semaine-là, ils vont entendre parler un peu partout de prévention du suicide. Ça peut ramener là, plusieurs émotions, plusieurs souvenirs. On a vraiment une attention particulière pour eux. On a aussi toutes les personnes qui ont été formées dans les 10-15 dernières années au niveau de Sentinelle en prévention du suicide, qui est une formation là, un peu comme Eva parlait tantôt, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite avoir un rôle actif en prévention du suicide. On va y revenir aussi. Ça, je vous le dis, là, on passe vite, on va y c'est vraiment quelque chose qui est le fun, Sentinelle. C'est vraiment une belle formation pour pouvoir justement ajouter des maillons à notre chaîne, à notre filet social. Donc, on a des activités pour ces personnes-là. On va avoir une activité au Lac-Saint-Jean à Roberval, puis une activité au Saguenay à Jonquière, si je ne me trompe pas, où on va permettre à ces personnes-là formées Sentinelle de se retrouver entre eux, mais aussi de faire un retour sur la formation qu'ils ont reçue, sur leur vécu comme Sentinelle là, depuis qu'ils ont été formés aussi. Puis, on aura aussi là, le jeudi 8 février une activité plus grand public avec Jimmy Sévigny. Okay. Qui est un conférencier, il fait aussi beaucoup d'activités physiques. Là. Il y a une plateforme d'entraînement, entre autres. Il va y avoir une conférence suivie d'un entraînement avec lui à Chicoutimi. Puis le vendredi, on a une activité gala de lutte. Que je pense que c'est la 3e année, la 3e édition là, qu'on fait le gala de lutte. Donc, la lutte AWE à Chicoutimi-Nord là, qui souhaitait s'impliquer dans cette semaine de prévention-là depuis quelques années. Puis à travers ça, on va être sur le terrain un peu partout, sur demande, les gens qui veulent des ateliers, des kiosques. On travaille aussi en collaboration avec différentes organisations là, sur le terrain. On va être à Mastéache avec le comité promotion de la vie là-bas aussi, qui travaille fort sur la communauté. Puis est-ce qu'on peut participer à ces activités-là, même si on n'a pas vécu un épisode, soit avec quelqu'un de suicidaire ou qu'on a perdu quelqu'un par le suicide, on peut quand même s'impliquer et dire on peut y aller au brunch pareil si, mettons, on a le goût? Bien, pour les personnes endeuillées, vraiment, au niveau du brunch, il faut vraiment... Il faut vraiment ça. Oui, parce que c'est vraiment, ça l'entoure vraiment qu'est-ce qu'ils ont vécu, il y a des témoignages et tout ça. Mais la semaine de prévention du suicide, c'est une opportunité pour tout le monde de faire une petite action au niveau de la prévention du suicide. Puis prévenir le suicide, c'est autant parler à ses proches de « Hey, tu sais, c'est la semaine de prévention du suicide. Tu sais, toi, quand tu vas pas bien, à qui tu te confies? Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des idées suicidaires? D'ouvrir le dialogue aussi, c'est quelque chose sur lequel on axe beaucoup là, dans les dernières années. Puis, tu sais, chaque personne qui sont dans différents milieux de travail, milieux de bénévolat, peuvent poser des actions, demander au centre de prévention, là, les intervenants, ça leur fait toujours plaisir d'aller sur le terrain aussi. Bon, là, on a fait un peu le tour des activités, ça, c'est le fun. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le crunchy du sujet, le suicide en tant que tel. Qu'est-ce qui amène les gens à se suicider? Bien, souvent, on le sait, ben, je ne sais pas si on le sait ou on ne sait pas, c'est vous les spécialistes, mais c'est quoi la réflexion qu'on a sur, tu sais, avec le temps, on a ramassé quand même beaucoup de données, on a sûrement fait des études, tout ça. Tu sais, parce que c'est quand même un geste irréversible, là, c'est une grosse affaire. Qu'est-ce qui amène les gens à se rendre jusque-là? C'est la détresse, c'est la solitude, c'est le malheur, je ne sais pas. Pour les personnes qui vont se rendre là, nous, on parle d'une ambivalence. Il y a surtout une souffrance, en fait. C'est que les personnes vont avoir essayé beaucoup d'outils, puis qu'ils n'en voient plus. Pour eux, c'est ce qui se présente à eux à ce moment-là. On ne voit plus de solution. Pour arrêter de souffrir. Donc, c'est vraiment une ambivalence entre vouloir mourir et arrêter de souffrir là, qui est en eux à ce moment-là. Puis nous, ben, c'est de parler de cette ambivalence qui existe là, en parlant de qu'est-ce qui peut être travaillé là, avec elle pour allumer l'espoir là-dedans. Puis c'est multifactoriel aussi. C'est que ce ne sera jamais
une seule chose qui va amener quelqu'un à développer des idées suicidaires. On parle beaucoup d'une accumulation, beaucoup de stresseurs qui vont arriver, d'événements traumatisants, d'événements difficiles, puis dépendamment de qu'est-ce qu'on a comme bagage d'humain au niveau de nos facteurs de protection, nous qu'on appelle, au niveau de nos outils justement dans notre sac à dos, il y a des personnes qui vont utiliser des outils qu'ils ont dans leur sac à dos, puis ça va fonctionner pour passer à travers ces périodes-là. Puis des fois, on utilise les outils qu'on connaît, puis ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais, Sauf que des fois, tout seul, c'est difficile de trouver c'est quoi les autres outils. Puis c'est pour ça qu'on veut vraiment que les gens ils nous contactent dans ces moments-là, parce que nous, justement, c'est ça notre travail, c'est de travailler l'ambivalence puis de regarder c'est quoi les autres options, parce que le suicide, ce sera jamais une option. C'est un manque de solution, mais nous, on peut être là pour accompagner. Fait que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui va amener une personne à avoir une détresse tellement grande qu'elle verra comme, pour le moment, plus ce qu'il peut y avoir au bout, mais il y a toujours quelque chose. T'sais. Puis je parlais tantôt de l'événement Journée tatouage qu'on a fait avec le point-virgule. C'est ça la signification du point-virgule. C'est ton histoire n'est pas terminée. Ne mets pas un point final à ta vie, mais un point de suspension et continue au niveau départ. C'est ça. Prendre un pas de recul, aller chercher de l'aide pour continuer à avancer. Donc, c'est tout ce multifactoriel-là qui amène. Est-ce que ça touche encore davantage les hommes que les femmes? Oui. Oui. Est-ce que c'est par... je sais pas, là, moi j'ai l'impression que c'est à cause de l'éducation. On disait aux gars, pleure pas, sois fort, puis le tu gardes tout ça par en dedans, puis c'est là que ça casse par en dedans. Quelque part, c'est un peu ça l'explication? Oui, les stéréotypes masculins restent présents, qu'un homme, ça devrait pas demander d'aide, puis c'est le pourvoyeur de la famille, ça fait les choses. Effectivement, on s'en va ailleurs, on s'en va vers un homme un peu plus moderne, qu'on aime dire, là, mais effectivement, ça reste encore présent là, dans la région, effectivement aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça part de loin, tu sais, comme on a dit, c'est les stéréotypes, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut travailler encore et encore et encore, tu sais, l'ouverture de parler de ses problèmes, d'aller chercher de l'aide, qu'un homme, ça pleure aussi, tu sais, on est des êtres humains, tout le monde a des émotions, fait que ça reste encore une des principales raisons qui pousse les taux de suicide à être plus élevés chez les hommes, puis tout l'aspect justement de la demande d'aide, mais aussi des fois les moyens qui sont utilisés, qui sont plus létaux. Qui fait en sorte qu'il y a plus de décès complétés chez les hommes, ce qui n'enlève pas le fait qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide chez les femmes aussi, c'est ça. Mais que, heureusement, elles vont chercher de l'aide ou elles sont retrouvées avant de décéder. C'est un peu un appel à l'aide aussi quand on est rendu là. Oui, vraiment. Si, mettons, vous rencontrez quelqu'un, ou quelqu'un vous appelle, et là, il est prêt à passer à l'acte, là, son affaire, il a fait son cheminement, personne ne le sait, mais lui, il le sait, puis là, il décide de vous appeler. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Parce que là, écoute, ils sont rendus sur le bord de la falaise, là. C'est quoi le message qu'on pourrait leur dire s'il y en a qui sont à l'écoute en ce moment et qui réfléchissent un peu de cette manière-là? Bien, surtout nous appeler, parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on dit à une personne en détresse suicidaire? Ça sera toujours du cas par cas, parce qu'on part de son histoire à elle, on part de où elle est maintenant. Puis nous, notre job, c'est de travailler l'ambivalence, de susciter l'espoir, d'aller travailler, parce que... Qu'est-ce qui fonctionne encore dans ta vie, tu sais? Parce que l'ambivalence, elle est toujours là. Puis même si des fois, la pulsion de vivre, l'envie de vivre est vraiment petite, elle est encore là. Des fois, ça nous prend juste une étincelle là, pour faire en sorte que ça continue de grandir. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on travaille. Puis au-delà de ça, on a besoin d'aller chercher beaucoup d'informations sur ce que la personne vit en ce moment, ce qui l'a amené à avoir des idées suicidaires, mais tout ce qui concerne aussi les facteurs de risque et de protection qui la concernent, elle. Fait qu'on part vraiment c'est elle l'experte de sa situation. Fait qu'on va la suivre là-dedans. Puis notre objectif, c'est pas... de moraliser personne. T'sais, quand les gens ils nous appellent, on leur dit pas ouais, là, il faut absolument que tu restes en vie. T'as-tu pensé à telle affaire, tes enfants, ta famille? Moraliser une personne en détresse, c'est pas ce qu'elle a besoin. Non. Fait que, on est surtout là dans l'accueil, dans l'écoute, puis dans s'assurer de sa sécurité. Parce que quelqu'un qui est au bord de la falaise, là, on veut qu'elle reste en vie, puis on veut l'accompagner pour qu'elle soit en sécurité. Fait que notre job, c'est susciter l'espoir, assurer la sécurité, puis être à l'écoute. Tout à fait. Wow! Non, mais c'est beau ce que vous faites, c'est important, tu sais, puis c'est
à vous écouter, ça doit être extrêmement difficile aussi par moment, j'imagine. Là, je ne sais pas, là, je ne suis pas dans vos souliers. Puis je suis content de ne pas être dans vos souliers, honnêtement, parce que je ne sais pas trop. Bien, vous avez l'expertise puis les études aussi là, pour faire ça. Là, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne va pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'il veut se suicider? Possiblement pas, mais peut-être que oui. C'est quoi, comment on peut détecter? Tu sais, à partir de quand on s'inquiète? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, que les personnes qui font cette réflexion-là se confient pas trop, puis ils ne commenceront pas à dire hey, « moi, je pense vraiment, je vais me suicider. » Non, tu sais, je pense pas que ça marche comme ça. Je pense qu'ils sont... Mais on doit quand même voir des choses. Tu sais, quand est-ce qu'on s'inquiète comme ami, comme parent, comme enfant? Je sais pas, là, tu sais, parce que... parce que c'est complexe, là, de tout ça, puis tu veux pas non plus, tu sais, non, mais ça doit pas être ça, je suis content que ça soit ça, je sais pas. Bien, comme Mel disait, c'est multifactoriel, fait que ça va vraiment être une addition de signes, autant comportementaux, autant de signes cognitifs qu'une personne pourrait avoir. Mais effectivement, il y en a des petits signes comme ça, une addition de petits signes. C'est sûr que... des exemples? Parce que, tu sais, comme, mettons que quelqu'un est en train d'écouter, puis tu lui dis des signes comportementaux, peut-être qu'il comprend pas trop ce que ça veut dire, tu sais, comme quoi, là, par exemple? Manque de concentration peut être un signe. La personne, si on voit qu'à force de parler avec elle, au fil du temps, elle est moins concentrée, perd ses mots, se confond dans sa discussion et dans la lune un peu plus souvent, ça peut être un signe que là, oui, bon, sa vie est difficile, puis que peut-être elle est dans ses idéations suicidaires aussi. C'est sûr que là, on va l'investiguer si la personne a vit des choses difficiles, puis voir l'addition, comme on disait, mais ça, c'en serait un. Parce que des fois, on le sait qu'un ami a vécu quelque chose de difficile, fait qu'on peut avoir une petite lumière jaune qui allume, mais des fois, on ne le sait pas. Ça aussi, c'est pas évident. Puis, tu sais, tous les indices qui nous démontrent des changements chez quelqu'un, tu sais, qu'on n'est pas habitué. C'est quelqu'un qui ne consommait pas, puis qui se met à consommer, ou qui consommait un peu une fois de temps en temps, mais que là, il se met à consommer plus. Quelqu'un qui dort plus, qui mange plus, ou qui dort tout le temps, puis qui mange tout le temps. Au niveau aussi, tu sais, tout ce qui est émotif, par exemple, quelqu'un qui pleure beaucoup ou qui devient complètement coupé de ses émotions. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, tu sais, quand on dit la personne est un peu experte de sa situation, c'est dépendamment de qui elle est. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a des changements puis que lié à ça, elle vit des choses difficiles, ça peut déjà être le moment de s'inquiéter. Puis c'est pas non plus une liste à cocher, hein, parce que, tu sais, il y en a souvent que... Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas passer outre le fait que beaucoup de signes précurseurs au suicide sont liés à des symptômes, des signes de dépression, des signes d'anxiété, de l'isolement, des choses comme ça. Dépression n'égale pas suicide. En même temps, la personne vit quelque chose de difficile. Fait que c'est pas une liste à cocher de se dire « elle vit ça, 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 elle a ça, ça, ça comme signe, donc je devrais faire quelque chose ». Quand on parle de prévention, on est tout le temps en amont. À partir du moment où on s'inquiète pour quelqu'un, on peut déjà se dire, je vais lui poser la question comment elle va. Ça se pourrait que je m'enligne à lui poser la question sur est-ce qu'elle a des idées suicidaires, puis ça serait correct. Ça fait peur à beaucoup de monde. Peut-être qu'on pourra l'aborder durant l'entrevue, mais c'est important de poser la question. Puis sinon, ben, si on est inquiet, puis que la seule chose qui nous donne la puce à l'oreille de pourquoi on est inquiet, c'est un tel vient de se séparer, puis là, il m'appelle plus, je le vois plus, il est tout le temps chez eux, il prend plus soin de lui, ça m'inquiète un peu, bien, appelez-nous. Nous, on va regarder c'est quoi la situation. Oui, puis quand là, on vous appelle, là, je vous raconte l'histoire, comment que j'aperçois, puis là... Puis est-ce que... Bien, écoute, je vais même le dire, c'est une bonne idée d'un peu confronter ces gens-là en demandant... Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, là. Quelqu'un qui allait pas bien, puis j'ai demandé... Est-ce que le suicide est une option? Puis la personne m'a regardé et a dit oui, c'est une option. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé de l'aide. Puis aujourd'hui, cette personne-là va très bien. Mais donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut un peu le demander. Ben oui. C'est ça. Tu sais, en tant que tel... Parce que c'est gênant de faire ça quand même. Là, c'est sûr, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Ça vient pas, c'est pas instinctif du tout là, à faire et tout. Mais dans le doute, effectivement, il faut approcher la personne puis lui demander. Puis il y a des façons de l'amener. Là. On fait pas ça sur un coin de table, ça c'est sûr. Il faut amener la personne à être confortable, à se confier. Puis surtout l'amener vraiment de manière à ce que la personne se confie. Fait que, d'éviter le côté moralisateur que Mélanie disait tout à l'heure, d'y aller dans le sens, tu me ferais pas ça, toi, te suicider pour... c'est vraiment, on veut vraiment aller dans le sens, écoute, si c'est quelque chose auquel tu penses, tu me le dirais-tu, sinon, il y a des aides, tu connais-tu, fait qu'on amène la chose plus comme ça. Faut pas que ça soit culpabilisant, non, là. c'est faut ça, que la vraiment. personne se sente à l'aise de le dire. Déjà, la personne n'est pas bien. Oui, c'est ça, puis ça peut sembler un peu, comme tu dis, confrontant de poser la question,
en même temps, si on ne la pose pas directement, la question, on n'aura pas de réponse directe. Puis des fois, la réponse peut faire peur, mais en même temps, si la personne nous dit « Oui, j'ai des idées suicidaires », c'est qu'elle veut parfait. à tant de perche pour avoir de l'aide. Ben oui, à Exact. partir de là, on a la réponse à notre question, puis on peut regarder avec elle c'est quoi les services, tu sais, puis de pouvoir l'accompagner comme proche. J'ai déjà entendu, mais là, il ne faut pas faire ça parce que ça va y mettre l'idée dans la tête. Oui, c'est le plus gros mythe de la prévention du suicide, ça. Mm. Puis ça part beaucoup de des situations où, entre autres, les centres de prévention du suicide ont fait beaucoup d'ateliers, des choses comme ça, entre autres dans les écoles. Puis il y a, ça remonte à plus de 20 ans, là, cette analyse-là un peu de quand, par exemple, on allait dans des milieux scolaires parler de prévention du suicide, les intervenants, après, se retrouvaient débordés de jeunes dans leur bureau qui avaient des idées suicidaires ou qui vivaient de la détresse. Puis le lien qui a un peu été fait, c'est 1 + 1 = 2. On parle de prévention du suicide. Ça nous a mis l'idée. Ça nous a mis l'idée, mais non. C'est parce qu'on on leur a dit, si vous n'allez pas bien, si vous avez des idées suicidaires, allez consulter, vous avez des gens en bas qui sont là pour vous. Fait que, ça a comme... c'est comme venu ancrer un peu cette croyance-là, alors qu'au contraire, ça l'enlève le poids des épaules de la personne. Puis, tu sais, quand on va bien, personne ne pense à dire « Hey, il me parle de suicide. Je pourrais dire que j'ai des idées suicidaires. Voir qu'est-ce que ça va faire. » Il n'y a personne qui fait ça. Mais non. Fait que, tu sais, ça vient juste vraiment ouvrir la porte à se confier, à en parler, puis à enlever justement ce tabou-là de dire que ben, tu peux en parler là, si tu as des idées suicidaires. C'est essentiel de le faire, finalement, puis de demander de l'aide. C'est ça, si tu veux vivre, tu sais, c'est beau la vie, trouver de quoi se raccrocher. Ouais. Tout le monde dans la situation où je vais compter tantôt, la personne m'a dit, oui, tu sais, le suicide peut être une option. J'ai dit, viens, on va aller chercher de l'aide. La personne, elle a accepté. Elle a dit, oui, OK, d'accord. Puis, ça avait très bien fonctionné. Le service était super. Mais si, maintenant, la personne me dit, non, moi, je veux rien savoir. On fait quoi comme mamie, comme parent? Tu sais, c'est... Parce que là tu es pris avec un aveu, mais là, la personne n'est pas prête à aller chercher de l'aide. Tu sais, comment je devrais agir dans une situation comme ça? Bien, dans ce genre de situation-là, c'est d'aller comprendre bien, pourquoi. Pourquoi non? Qu'est-ce qui fait que tu refuses d'aller chercher de l'aide? Ça se peut que les gens ils aient des expériences de vécu difficiles quand ils sont allés chercher de l'aide. Des fois, ça peut prendre plusieurs essais avec un psychologue, de trouver la personne qui peut nous aider puis de sentir qu'il y a une connexion. Donc, des fois, ça peut être les expériences passées. On peut aller voir aussi peut-être que la personne a se dit « Ah, mais moi, je vais me débrouiller tout seul. » Fait que là, c'est d'aller voir avec elle puis vraiment de dire « Ben, tu sais, tu me parles quand même de suicide. Il me semble que la meilleure aide, ce serait d'aller voir les experts là, pour ce genre de situation-là. » Fait que c'est de travailler ces réticences-là, d'aller chercher vraiment c'est quoi les raisons qui font dire à la personne que, ben oui, je touche le fond, mais je vais attendre un peu. Là. Fait que vraiment d'aller le comprendre plus tôt, puis conseiller la personne que, ben si elle reste non, c'est sûr, on va le respecter, mais d'être aux aguets là, en tant que proche dans tout ça, là, de se rappeler que, ben oui, on a une obligation, oui, effectivement, là, de donner les moyens, mais le résultat, au final, la personne, il faut qu'elle y aille aussi là, elle-même. Puis de l'aider, de lui dire, veux-tu qu'on appelle ensemble? Est-ce que c'est trop gênant de le faire tout seul? Ça aussi, ça peut être une belle offre qu'on peut faire. Oui, vraiment. Puis à travers notre service d'intervention téléphonique aussi, où un 866 s'appelle, c'est quelque chose qui arrive qu'on propose aux proches. S'ils ne savent pas trop comment aborder le sujet ou quoi faire de plus avec l'autorisation du proche, on peut contacter la personne en détresse, puis nous faire les premiers pas vers elle. Tu sais, des fois, c'est plus facile quand l'aide vient à nous, plutôt que de faire le premier pas pour y aller. Fait que ça, c'est quand même une option que nous, on peut offrir. Puis quand on est vraiment inquiet, là, au point de se dire, ben tu sais, j'ai peur que cette personne-là passe à l'acte dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, faut pas hésiter non plus de se dire, ben ça se peut que ce qui serait idéal, ça serait que je contacte les services d'urgence. Tu sais, ça se peut que ce qui serait idéal, ça serait que je me rende avec elle à l'hôpital. Ça aussi, ça peut être confrontant, puis ça peut être effrayant un peu pour les proches. Mais en même temps, l'objectif, c'est d'aider cette personne-là. Fait que ça aussi, ça peut être une possibilité. Parce qu'après, il est trop tard. Fait qu'on est mieux de dire, ben agissons, même si c'est un coup d'épée dans l'eau, dans le sens qu'il y a peut-être des fois même pas de problème, mais on est mieux d'agir. Oui, en prévention. Puis, tu sais, des fois, les gens ils vont dire, ben là, il va être fâché. Ou, tu sais, il ne voudra plus me parler. On s'en fout s'il est encore en vie. On s'en fout, il est encore en vie. C'est pas un secret qu'on garde. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Il faut agir en discrétion, en confidentialité, mais il ne faut pas porter tout le poids non plus de la détresse d'un proche. Fait que l'objectif, c'est de pouvoir partager ce poids-là avec des gens qui vont pouvoir être efficaces puis
pouvoir amener l'aide nécessaire. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de vous appeler pour aller valider des affaires avant de confronter la personne, ou on est mieux de faire ça? Avant, pendant, après, à chaque tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, ça vaut la peine. Oui. Puis c'est 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un. Toujours. Il n'y a pas une boîte vocale qui dit « Payez sur le 2 si vous voulez parler. » Non, pas de temps d'attente non plus, d'attente. c'est direct. Il y a un petit message là, qui dit vous allez être mis en contact avec un intervenant sous peu, là, mais ça dure 5 secondes. 5 secondes. Ouais. Puis après ça, ils sont en ligne avec un intervenant. Là, fait qu'il n'y a pas de délai d'attente là, à ce niveau-là. OK. Ça, c'est super. Mm. C'est super. Sentinelle. Oui. C'est intéressant, ça, c'est pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut aider, qui veut faire partie de la solution. Ouais. En quoi ça consiste? Tu sais, ben, en fait, là, moi, mettons, ça m'intéresse, ça, Sentinelle. Qu'est-ce que je fais? Je vous appelle, je vais vous voir. Il y a des formations. C'est quoi la formation? Comment ça marche? C'est quoi l'objectif de ça? Vas-y. En fait, cette formation-là, c'est une formation de 7 heures qui est offerte vraiment à monsieur, madame, tout le monde. À partir du moment où, dans notre milieu de travail, milieu de bénévolat, on veut avoir un rôle actif en prévention du suicide, c'est une formation qui s'adapte. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation-là? C'est vraiment la base de la prévention du suicide. C'est quoi les signes précurseurs? C'est quoi la bonne façon avec les bonnes techniques pour poser la question? Qu'est-ce que je fais avec la réponse? Puis Eva parlait des résistances, qu'est-ce qui m'empêche d'aller demander de l'aide, d'essayer de travailler ça avec la personne. C'est quelque chose qu'on apprend aussi aux Sentinelles dans cette formation-là. C'est pas une formation qui est donnée dans l'objectif de prévenir le suicide chez sa famille. C'est vraiment dans son milieu de vie, de travail et tout ça. Puis c'est une formation qui va amener les personnes qui sont formées non pas à devenir des intervenants. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est moi, Mélanie, dans mon milieu de travail, je veux prévenir le suicide chez mes collègues. Un matin, je rentre travailler, je vois qu'Eva, ça n'a pas l'air trop de filer. Je sais qu'elle vit quelque chose de difficile actuellement. C'est mon rôle de sentinelle d'aller vers elle puis de faire « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Puis si ça déclenche vers plus loin, bien là, je mets en action mon rôle de sentinelle. Puis au bout de ça, le rôle principal et final du sentinelle, c'est de faire le lien avec les services d'aide. Ouais. Fait qu'un coup que j'ai joué mon rôle de collègue sentinelle, ben après ça, ben moi, je trouve avec Eva la meilleure façon pour qu'elle ait l'aide du Centre de prévention du suicide, que ce soit parce qu'elle va appeler, que moi, je vais appeler avec elle, que je vais contacter le CPS pour que le CPS la contacte. L'objectif, c'est vraiment de créer un filet de sécurité dans le milieu de vie. Fait que ce ne sera pas d'identifier ces gens-là comme étant si tu as besoin, viens cogner à ma porte. C'est vraiment un rôle qui est propre à la personne formée, à la personne sentinelle, d'aller vers les gens de son entourage pour avoir un certain impact là, pour prévenir le suicide. Puis, tu sais, je dis, évidemment, c'est pas fait pour prévenir le suicide dans son entourage immédiat, mais ce sont des outils qui vont être aidants quand même. Oui. Par contre, c'est pas l'objectif principal parce qu'on n'est jamais les meilleurs pour intervenir complètement auprès d'un proche. Tu sais, nous, on est formés en intervention, on est formés en prévention du suicide, on connaît toute la marche à suivre pour faire une estimation du danger. Si quelqu'un dans mon entourage a des idées suicidaires, je vais le référer, tu sais, je vais être là pour lui, je vais être à l'écoute, je vais peut-être lui poser certaines questions, mais je ne pourrais pas faire une intervention complète, je suis trop impliquée émotionnellement. Oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose avec Sentinelle, tu sais, on les transforme pas en intervenants en général, mais on les transforme pas non plus en sentinelles et en intervenants pour leur entourage. Mais c'est des notions qui seront toujours efficaces. Ça sera toujours, c'est comme un cours de secourisme, là, ça sera exact. jamais trop dans une C'est un peu ça, là. Tu sais, Sentinelle, on les compare un peu à, justement, tu sais, quand on suit le cours de premiers soins, le cours de RCR. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu les premiers soins en prévention du suicide. OK, super. Ça m'avait amené à penser à... Ah oui, bien, on prend ça où? Là, on vous appelle? C'est sur quand les notre formations? site web, il y a toutes les informations là, pour pouvoir recevoir la formation, qui contacter, puis pour savoir où aller là, pour y participer. Puis il y a combien de formations par année qui se donnent à peu près? C'est beaucoup sur demande. C'est beaucoup sur demande parce que souvent, c'est des entreprises en tant que telles qui vont nous demander de former plusieurs personnes dans leur milieu. On peut aussi, sur demande, c'est arrivé là, dans la dernière année, une ou deux cohortes là, où on avait des gens d'un peu partout qui nous sollicitaient, mais c'était pas nécessairement un groupe de personnes dans une organisation X. Donc, là, on forme un groupe mix dans ce temps-là. Donc, on a des gens de plusieurs milieux de vie, milieux de travail là, qui vont faire la formation ensemble, mais on a beaucoup d'organisations là, qui forment plusieurs personnes dans une même organisation. Fait que ça multiplie vraiment la possibilité de prévenir le suicide dans une organisation. C'est gratuit?
C'est pas gratuit, il y a un coût. Okay. C'est autour de 1400 là, pour un groupe de 12 personnes. C'est ce qui fait en sorte que souvent, c'est des organisations qui font former plusieurs personnes à la fois. Puis sinon, ben, le coût est défrayé par personne quand c'est des groupes mixtes là, ou si c'est des gens qui s'ajoutent. Tous les services du Centre de prévention du suicide sont gratuits à l'exception des formations parce qu'on est mandataire de des formations qui découlent soit du CIUS ou de l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, c'est ce qui fait qu'elles ont un coût, mais en même temps, ça l'apporte tellement à la population que... Est-ce qu'on peut le faire, mettons, comme je suis un adolescent, peux-tu le faire ou il faut être adulte? 18 ans et plus, oui. Non, mais... Oui, c'est vrai. Très bonne question. Je l'avais pas... Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, je veux dire, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'école, des fois, il y a beaucoup aussi de détresse. Oui, bien, tu sais, en fait, là, poursuivre... aussi, ça oui, mais pour suivre la formation Sentinelle, en fait, il faut être âgé de 18 ans et plus. Puis, il faut le faire sur base volontaire, évidemment. Puis, on dit aussi que c'est pas pour les professionnels de la santé des services sociaux ou des professionnels qui ont à jouer un rôle de sécurité ou des choses comme ça, sauf si c'est dans leur milieu de travail. Par exemple, dans un organisme communautaire, par exemple, comme le nôtre, on est des professionnels en santé et services sociaux, sauf que si on veut jouer un rôle de prévention du suicide entre collègues, Sentinelle, ça marche. Par exemple, des policiers pourraient pas suivre la formation Sentinelle dans le but d'aider la clientèle, mais dans le but de, eux, prévenir le suicide avec les autres policiers ou avec, ça peut être des pompiers, ça peut être des militaires, des médecins, des infirmières. Tu sais, c'est une formation qui est vraiment faite pour prévenir le suicide à travers son réseau rapproché au niveau du travail ou du bénévolat. OK. Ouais, vous en faites des choses quand même. Oui, puis on a aussi, on a mentionné la formation Intervenir qu'Eva a mentionné, qui est vraiment celle-là pour les professionnels de la santé et des services sociaux qui ont vraiment un rôle d'intervention complète psychosociale, qui ont à faire des estimations de la dangerosité. Puis on a aussi la formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises pour les professionnels qui ont un rôle de prévenir le suicide, par exemple les infirmières, mais qui n'ont pas nécessairement un rôle d'intervention psychosociale, mais qui doivent quand même assurer la sécurité. Puis à travers ça, on a des déclinaisons aussi, parce que la formation pour l'intervention, on a une déclinaison au niveau du milieu de détention, milieu carcéral. On a une déclinaison au niveau des Premières Nations, au niveau jeunesse. Sentinelle, on a une déclinaison agricole et une déclinaison aînée. Fait qu'on essaie vraiment d'aller chercher aussi certaines particularités de des populations qui peuvent être un peu plus à risque. Wow! Oui, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, ça arrive, il y a des gens qui se suicident. Tu es un ami de cette personne-là, tu l'as connu, tu as l'impression d'avoir, de ne pas avoir été là ou ça t'a passé entre les mains, d'avoir rien vu aller. Je veux dire, t'es à terre, là. Comment ces gens-là aussi peuvent vous appeler? Mais qu'est-ce qu'on pourrait, parce qu'ils ne sont pas responsables de tout ça, mais ils se sentent responsables. C'est quoi un peu qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Parce que c'est quand même, ça arrive, pour chaque personne qui se suicide, il y a plusieurs personnes qui doivent se sentir comme ça. Là. C'est de nous appeler, c'est pour en parler, parce que parfois, on n'a plus envie d'en parler peut-être à nos proches, des fois. On veut passer à d'autres choses, mais ça nous reste dans la tête. C'est ça, il y en a qui passent peut-être à d'autres choses. On n'est pas rendu au même endroit parfois traiter ce qu'on a vécu, donc de nous appeler puis de venir se confier autant sur la ligne pour vous souvenez, vous avez envie de parler de ça, pas forcément que vous ayez des idées suicidaires, mais vous avez envie de parler de cette personne, vous pouvez nous contacter pour ça. Pour ventiler, C'est une bonne idée, ça, par exemple, de se rassembler des amis de la personne, puis de ventiler entre nous, ces choses-là. Mais oui. Tout à fait. Oui. En fait, j'allais dire, célébrer la vie de cette personne-là. Malheureusement, un coup que c'est fait, on ne peut pas retourner en arrière. On a plein de questions, puis que la personne est partie avec les réponses. Souvent un peu de réponses. Oui, c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Puis ça me fait penser, entre autres, à un documentaire qui est, je pense, disponible via YouTube, que nous, on a utilisé souvent dans des ateliers puis dans des semaines de prévention du suicide, qui s'appelle Max Power. Lui, c'est un jeune réalisateur, puis il a perdu son cousin par suicide.
Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont réunis pour faire un petit documentaire pour parler de cette personne-là. Puis quand ça a fait 3 ans qu'il s'était enlevé la vie, ils se sont tous rassemblés ensemble puis écoutaient des vidéos qu'il avait faites avec lui parce que c'était quelqu'un de très, très dans la comédie puis qui faisait beaucoup de petits clips vidéo comiques, tout ça. Fait qu'ils se sont rassemblés ensemble pour parler de lui. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, en effet, de célébrer cette vie-là. Puis au-delà de ça, ben, c'est tout l'aspect que la culpabilité, c'est toujours ce qui monte en premier chez les personnes endeuillées, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Les signes précurseurs, il y en a plein, il y en a tout le temps. Mais à qui la personne suicidaire les a montrés, on le sait pas. Ouais. Puis là, souvent, là, après, ben là, les gens discutent ensemble, puis là, font « ben oui, il avait fait ça, il avait dit ça, comment ça se fait qu'on l'a pas vu? » Mais on n'est pas responsable de cette perte-là, de ce décès-là. On a pu, Eva mentionnait tantôt, on a une obligation un peu de moyens. C'est que si on l'a vu, si on a essayé de faire quelque chose, si on a essayé d'offrir de l'aide puis que la personne ne l'a pas pris, bien, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qu'on n'a plus de pouvoir dessus. La personne, elle est partie. Fait qu'après ça, c'est beaucoup de prendre soin de soi. C'est beaucoup ce qu'on conseille aux personnes en deuil, pour les aider à passer à travers cette perte-là, à apprendre à vivre avec. Puis eux, ils continuent. Eux, ils doivent continuer avec cette perte-là. Puis c'est super important de prendre soin d'eux, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester avec ces comment je pourrais dire un peu, ces pensées-là que je suis responsable de cette perte-là. Parce qu'il n'y a personne qui sera... Le suicide, c'est une problématique collective, c'est une problématique de société, mais c'est un geste qui demeure très individuel. Ouais. Il y a une partie qui ne nous appartient plus à ce moment-là, puis c'est ça, de nous appeler pour se confier, d'aller dans les groupes pour personnes en deuil aussi, à la suite d'un suicide. Ouais. Il y en a dans la région aussi. Oui, bien nous, on en a au Centre de prévention du suicide. À chaque année, là, on fait ces groupes-là aussi. Parler du processus qui amène ce deuil-là, parce que c'est un deuil complexe, un deuil pas comme les autres. C'est pas comme une maladie ou un accident. La personne a décidé de mettre fin à ses jours. C'est très particulier comme deuil. Fait que de pouvoir partager ça avec des gens qui ont vécu la même chose, des fois, ça aide un peu à diminuer notre propre souffrance d'endeuillé à ce moment-là. Puis c'est ça, d'en parler. Puis des fois, il y en a qui ont été témoins aussi, il y en a qui ont retrouvé la personne. Fait que, au niveau de la ligne 1-866 appel, de nous appeler pour en parler parce que des fois, justement, on ne veut pas déranger nos proches en lien avec ça. On ne veut pas leur amener les images que nous, on a ou cette charge-là. Mais nous, nos intervenants sont formés pour ça puis sont prêts à l'entendre, sont prêts à laisser la personne ventiler pour parler de ce deuil-là qui est particulier. C'est-tu déjà arrivé, mettons, une gang d'amis qui veulent ventiler ensemble puis qui se sentent mal puis ils vous appellent en gang? Oui, c'est déjà arrivé qu'il y a eu une gang d'amis qui ont perdu quelqu'un, puis ils se sont rassemblés avec un intervenant, puis ils en parlaient, puis ils ont fait une séance de ventilation qu'on appelle pour être tous ensemble, puis un peu se remémorer tout en apprenant comment traverser ce deuil compliqué. Là. Oui, ça se fait. Oui, avec nos intervenants, ça se fait régulièrement. Autre situation, vous me dites si vous me trouvez tannant, là. Mais non. La personne passe à l'acte, mais elle survit. Là, ça amène un lot d'inquiétude là, pour les proches. Là. Comment on doit gérer ça? Parce que là, on doit tout le temps avoir peur. Puis là, on ne veut pas être dans la culpabilité, mais on est tout le temps un peu en train de surveiller. Je ne sais pas, là, tu sais, comment on devrait agir face à une situation comme ça pour aider la personne, en fait, aussi à grandir, à s'en sortir, puis à célébrer la vie, sa vie qu'elle n'a pas perdue, finalement. Je pense que c'est beaucoup d'être dans l'ouverture, comme proche. D'être à l'écoute, mais de pas non plus être... À quoi t'as pensé? Ouais, encore une fois, de ne pas être dans le moralisateur, accusateur, parce que les personnes qui ont des idées suicidaires, souvent, c'est beaucoup relié à un sentiment de honte, d'avoir cette détresse-là. Puis des fois, après une tentative de suicide, la personne peut être contente d'être en vie, mais elle peut aussi être fâchée, puis elle peut aussi être un peu entre les deux, là. C'est ça. Fait que, tu sais, Parce que là, elle a justifié là, son geste auprès des gens qui l'aiment. Là. Ben oui, c'est ça qui doit être mais que ces gens-là démontrent leur amour, le disent. Hey, je t'aime, puis je suis contente que tu sois encore en vie. Ça, c'est important. Puis, encore une fois, c'est sûr qu'on retape sur le clou, mais de nous contacter, nous, on peut accompagner les proches à justement à se préparer à ce retour-là.
quand la personne va revenir dans le milieu de vie, dans le milieu de travail, dans la maison, qu'est-ce que je dis pas, comment je peux l'accompagner, comment s'assurer qu'elle ait de l'aide aussi. Puis de façon assez générale, si une personne fait une tentative de suicide et qu'elle est hospitalisée, normalement, elle va avoir des services d'aide là, après. Là. Fait que, tu sais, de la soutenir là-dedans, de lui rappeler qu'on est là pour elle, tu sais, comme proche. Puis si tu as besoin, si ces idées-là sont encore là, viens m'en parler, tu sais, reste pas tout seul avec ça. Puis d'être... c'est ça, de ne pas être moralisateur, de ne pas être dans la culpabilité, de ne pas trop être dans la bulle non plus, de laisser cet espace-là à la personne quand même, mais d'être plus à l'affût, là, surtout dans les semaines qui suivent. Là. Cette année, on a un contexte social et économique particulier, méga inflation, les temps sont durs pour tout le monde. Est-ce que ça, c'est un facteur aggravant ou ça n'a pas d'impact? Tu sais, comment je pourrais dire, l'espèce d'ambiance sociale. Là. Moi, je dis tout le temps, quand les Canadiens gagnaient une Coupe Stanley, c'était une thérapie collective. Tout le monde était content, donc ça n'arrive plus. Mais quand il y a ces événements-là, comme l'inflation qu'on a eue cette année, tout le monde est un peu morose. Est-ce que ça a un impact, ça, ou finalement, ça n'a pas plus d'impact que ça sur le suicide? Bien, on est à peu près un an après la pandémie, post-pandémie. On remarque, là, effectivement, il y a des impacts, oui, économiques de cette pandémie-là, mais effectivement, il y a des impacts aussi sur la santé mentale, là, effectivement, des gens. Là. On entend pour dire que c'est un facteur qui peut venir avoir un impact chez les gens, là, qui leur amène là, des idéations suicidaires avec d'autres choses en plus. Là. Parce que c'est la même chose, ils ont l'impression de ne pas trouver de solution. Oui, puis tu sais, pour le moment, au niveau des statistiques en tant que tel, des suicides complétés là, en période de pandémie et post-pandémie, pour le moment, on ne note pas de hausse. La détresse est là, oui. En même temps, tu sais, dans nos dernières années financières, là, dans nos derniers rapports annuels, là, on voyait qu'il y avait une augmentation des demandes d'aide via la ligne 1866 appel, mais pour nous, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non. Parce que pour nous, les gens, ils demandent de l'aide. Fait que oui, la santé mentale a été fragilisée, ça a amené beaucoup d'effets secondaires, cette pandémie-là, ce qu'on vit actuellement. Fait que oui, il y a une augmentation de la détresse. Ça peut faire partie des facteurs qui entourent le suicide. Mais au niveau des statistiques, pour l'instant, on n'a rien d'alarmant. Mais encore là, on va avoir les prochaines statistiques de 2021-22 au courant des prochains mois. Parce que c'est vrai qu'à quelque part, moi, quand je pense mon expérience quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, il y a des centres, il y a beaucoup d'aide. On les connaît dans les écoles, il y en a, mais même des centres pour les hommes en difficulté, pour les femmes. Tu sais, il y a plus de services. Je pense qu'on est davantage au courant que ces services-là existent par rapport à une autre époque. Ça c'est vraiment positif. Comme tu dis, que la ligne, que tout le monde appelle à la ligne, tant mieux. Ça veut dire que c'est un service qui est nécessaire puis que ça aide des gens. Hein. Oui, bien, puis tu sais, ça, c'est un peu le cheval de bataille de beaucoup d'organisations, hein, parce que, tu sais, en tant qu'organisme communautaire, on n'a pas nécessairement tout le temps les moyens financiers de nous permettre de faire connaître nos services autant. Mais je pense que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'ouverture au niveau de la santé mentale, au niveau de la demande d'aide, il y a eu beaucoup de promotions qui a été faite. Puis, tu sais, l'objectif, du moins pour notre région, puis j'imagine pour la majorité des régions au Québec, c'est de faire connaître les organismes communautaires qu'il y a sur le territoire. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est plus de 200 organismes communautaires ayant des missions particulières, pouvant répondre à beaucoup de besoins parce que, tu sais, là, on parle de prévention du suicide, mais à travers ça, les personnes qui ont des idées suicidaires vont peut-être souffrir d'anxiété, de difficultés financières, d'être entouré, d'avoir un proche qui souffre d'une problématique de santé mentale puis que ça nous fait nous-mêmes souffrir. Mais il y a des organismes communautaires qui peuvent répondre à tous ces besoins-là. Puis souvent, avec très peu d'attentes et généralement à très peu de frais ou gratuits. Mais ça aussi, ça l'aide beaucoup là, de plus en plus de sortir dans les médias, d'avoir des tribunes au niveau des médias sociaux aussi qui nous aident beaucoup à faire connaître nos services. Oui, diminuer les tabous aussi sur la santé mentale, hein, parce que ça a beaucoup évolué depuis ma jeunesse, mais il reste encore une bonne partie du chemin à faire. Hein. On est d'accord. L'entrevue achève. Y a-t-il un angle là, dans lequel on n'a pas parlé que vous aimeriez mettre le doigt dessus, que vous aimeriez aborder? Écoute, je pense qu'on a survolé pas mal. À part peut-être les groupes de transition qu'on a peut-être pas nommés. Oui, ça, c'est nos groupes d'entraide et de soutien pour hommes. On l'a nommé tout à l'heure que les hommes sont plus à risque, que les suicides complétés sont plus haut chez les hommes. Donc, nous, on a des groupes là,
qui vont aider ces hommes-là à parler de divers sujets pour qu'entre eux, ils puissent se donner des solutions, se soutenir à travers ça. Donc, c'est vraiment pas forcément que des gens qui ont des idées suicidaires, mais c'est pour aller en amont, pour que ces hommes-là parlent entre eux à travers les difficultés là, à s'ouvrir. Donc, c'est vraiment... ça fait plusieurs années que ça existe là, au CPS. Ça fait sûrement une vingtaine d'années, quinzaine, vingtaine d'années. Puis, à travers ces rencontres-là, c'est une fois par semaine, une rencontre d'environ 2 heures. Puis à travers ça, il y a l'aspect comment ça va, soutien entre eux, puis entraide entre eux. Puis il y a toujours une thématique aussi qui est liée à la soirée. Fait que ça peut être l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, les ruptures amoureuses, la dépendance affective. Fait qu'on essaie de toucher à plein d'aspects de la vie, finalement, puis d'amener des outils avec ça. Fait que les groupes d'entraide et de soutien pour hommes transition, c'est beaucoup ça. Nous, on détient le mandat de ce groupe-là pour le Saguenay, donc tout ce qui couvre la baie Chicoutimi, Jonquière et les environs, puis le centre de ressources pour hommes Optimum au Lac-Saint-Jean. Qui a le même service qui s'appelle les groupes Trajectoire. Donc, les deux ont été créés là, ensemble, mais nous, on est mandataires pour celui du Saguenay, puis le CRH, celui pour le lac. Génial. Votre site Internet? Oui. www.cps02.org. Page Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. On est actifs partout. Suivez-nous. 1866 J'appelle. Appel, oui. 1866-APPEL. 1866-277-3553. Oui, OK. Oublie ça, on le met tout de suite dans notre téléphone, là, ça va être fait. Si on n'en a pas besoin, tant mieux. Si on en a besoin, on va l'avoir. Semaine de prévention du suicide, c'est la première semaine de février. Du 4 au 10 février 2024. Les gens peuvent regarder nos réseaux sociaux. Là, assurément, on va faire de la promotion. On va faire de la promotion de toutes nos activités. Ça va passer aussi à la radio et tout ça. Là, avec les gens qui veulent s'inscrire pour venir participer à nos activités, ça va nous faire plaisir. Hey, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est important. Puis on vous le dit sûrement pas assez. Et merci. Moi, je trouve ça important. Donc, j'avais Mélanie Lapierre, coordonnatrice, et Eva Stradi, intervenante psychosociale pour les services collectifs du Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci, mesdames. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. À
À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermières, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD Bleuet.